Bonjour, bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et entreprises qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, travaux, crowdfunding, tokenisation. Mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour découvrir leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si vous voulez découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font, abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette conversation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Fraissinet, le fondateur de l'agence Tokenland. Vous allez voir que Florian est très expert sur l'immobilier de demain, qui sont le crowdfunding immobilier, l'immobilier fractionné et la tokenisation immobilière. C'est des sujets très passionnant et moi j'en ai appris durant tout l'épisode. Et vous allez voir, c'était même pas prévu. Florian nous fait un peu l'exclu, sans préparation, de sa nouvelle activité qui est complémentaire à son agence de Tokenland. Je vous laisse découvrir l'épisode. Mais écoute, en tout cas, moi Florian, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est cool, alors, je pense que je te prends au bon moment de ton roadshow peut-être de podcast dans les semaines et les mois qui arrivent. Alors moi, nous, ce que je fais dans le podcast Le Grenier, c'est que je vais à la rencontre des personnes qui font l'immobilier au sens large. Et il y a une thématique, moi, qui m'intrigue depuis plusieurs mois, parce que j'y comprends rien, franchement, je le dis, c'est tout ce qui est... Alors, j'y comprends rien, c'est un bien grand mot, mais c'est la tokenisation au sens large. La tokenisation de l'immobilier, qui est notre verticale, qui est proche ou pas. Et justement, j'aimerais que tu nous expliques la différence, s'il y en a, avec le fractionné qu'on entend depuis plusieurs mois. Et surtout, que tu vulgarises ça, parce que je te sais un peu sur les réseaux, que tu vulgarises un petit peu comme si tu parlais à ma grand-mère qui ne comprend rien, voire ma mère qui ne comprend pas grand-chose à la tokenisation immobilière. Vraiment de vulgariser ce milieu-là. Dans un premier temps, comme tout bon podcast, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, Florian, je t'en prie. Bon, merci pour l'invitation. En tout cas, c'est super cool de pouvoir venir échanger sur ces sujets-là qui sont encore au cœur de pas mal de discussions. Moi, je m'appelle Florian. Ça fait une dizaine d'années, en gros, que je fais de l'innovation sur les sujets immobiliers en France et plus particulièrement à Paris. À la faveur du dernier bull run, donc, qui était 2020, 2021, 2022, j'ai décidé de passer en full-time sur des sujets crypto, ce qui a été assez intéressant, mais qui ne m'a pas non plus transformé mon chemin de vie. Je n'ai pas trouvé que c'était une carrière qui était excitante pour moi. Et donc, assez rapidement, j'ai voulu retourner dans l'immobilier, mais sans lâcher ces sujets de crypto. Et de partout où j'allais, alors moi, pendant le Covid, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Partout où j'allais, en Israël, aux US, en Asie, de partout, on me parlait de fractional real estate, de real estate tokenization. Et je ne comprenais pas pourquoi en France, ce n'était pas un sujet, en fait. J'ai découvert bien plus tard pourquoi ce n'était pas un sujet, parce que les Français, en fait, le fractionnement de l'immobilier, ils connaissent ça déjà très bien. Le crowdfunding, les SCPI qui sont assez ancrés dans nos usages. Et donc, je me suis intéressé à ça et je me suis dit, mais il y a vraiment the next big thing qui est en train d'arriver. C'est un sujet, c'est sur deux sujets que je maîtrise qui sont en train de merger ensemble. Et moi, j'ai envie d'aider les gens à mieux comprendre ce sujet-là. Donc, j'ai écrit un rapport qui s'appelle Immobilier 3.0 de la pierre papier à la pierre crypto. Ouais. Et ce petit rapport que je pensais écrire pour les 100 directeurs innovation et amis à Paris qui pouvaient potentiellement s'intéresser au sujet. En fait, il a beaucoup mieux marché que prévu. Alors là, maintenant, on est 3 ans après, mais 2 ans et demi après, il a été téléchargé plus de 3000 fois. Donc, il y a eu un sujet, il y a eu un gros momentum, en tout cas, sur la tokenisation immobilière. Et à partir de là, j'ai commencé de manière assez opportuniste à conseiller des grands groupes sur le sujet, mais tu vois, de manière assez légère, hein, c'est-à-dire des conférences, des interventions auprès des équipes d'innovation, ce genre de choses. Mais en quoi ça les intéresse, les grands groupes? Alors, je pense qu'on y reviendra quand on rentrera un peu dans ce que c'est la tokenisation immobilière, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un intérêt global sur cette tech parce qu'elle va permettre d'apporter des nouveaux cas d'usage. Si tu veux, c'est vraiment pas la technologie pour la technologie, c'est qu'il y a certains cas d'usage, notamment des cas d'usage de mise en collatéral, de marché secondaire, qui sont apportés par cette technologie
et enfin en tout cas qui sont facilités par cette technologie. Et donc, il y a un intérêt croissant de la part de ces acteurs-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est historiquement un écosystème, un secteur même qui est assez illiquide, où il y a une grande asymétrie d'information. Et la technologie blockchain, elle a quand même cet aspect-là où il y a l'information est publique, on peut la retracer. Elle est aussi rapide elle permet d'avoir des échanges sécurisés assez rapidement. Et elle a aussi vocation à permettre ces échanges-là. Et donc, on peut imaginer que demain, des parts de 50 euros ou de 100 euros d'immobilier, ce soit un peu plus liquide qu'un appartement à 300 000 euros. Donc, il y a un intérêt qui est assez global sur des nouveaux cas d'usage qui seraient permis grâce à la blockchain. Et assez vite, en fait, on est passé d'une phase où il y avait cette grosse hype, où on en parlait beaucoup, il y avait beaucoup de conférences, beaucoup de sujets, à une hype auprès du grand public qui s'est assez affaiblie, notamment parce qu'il y a pas mal de startups qui se sont lancées et qui n'ont pas délivré. Et on a eu du mal à se dire, bon, bah, est-ce que c'est vraiment the next big thing ou pas? Et en fait, à ce moment-là, il s'est passé quand même un changement assez important, c'est que les grands groupes qui regardaient ça plutôt d'un œil lointain, voilà, ils disaient, OK, bon, on va prendre une petite conf, on va regarder comment ça se passe. Ils se sont dit, OK, en fait, avec tout ça, on a compris ce que ça allait changer pour notre industrie et on va essayer d'avancer. Et en fait, on est passé d'un monde où il y avait vraiment une expectative, où il y avait une hype globale, où ça faisait beaucoup de likes sur les réseaux, mais où il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui avançaient réellement dessus, à un moment où la hype, elle est un peu redescendue, mais par contre, il y a des vrais gros acteurs qui se sont lancés sur le sujet et qui sont en train de développer des plateformes. Et en fait, nous, c'est tout ce chemin-là qu'on a développé. On a suivi ce chemin-là avec Tokenland. Donc, au début, on était plutôt une boîte de conseil sur ces sujets-là. Et en fait, assez naturellement, on est devenu une boîte de développement. Donc, aujourd'hui, on crée des plateformes de tokenisation et de fractionnement immobilier pour des acteurs de l'immobilier traditionnel. C'est très important pour nous d'aller dans ce sens-là parce que je suis persuadé que tout le problème de cet écosystème, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui venaient de la blockchain qui ont vu faire de l'immobilier fractionné ou immobilier tokenisé. Alors, quand on dit immobilier tokenisé, le premier mot, ça reste immobilier. Et il faut savoir bien faire de l'immobilier pour pouvoir faire de l'immobilier tokenisé. Donc, nous, notre conviction, c'était de dire, on va essayer d'aller convaincre des acteurs de l'immobilier d'aller sur la blockchain et surtout de bien comprendre les rouages de ce sujet, parce que c'est ça le problème quand on est à l'intersection de deux secteurs, il faut bien connaître les deux. Et donc, on a fait ça assez rapidement. On a enchaîné quelques plateformes dont on est très fiers aujourd'hui de la sortie. Et aujourd'hui, on va une step plus loin. Tu veux citer des noms ou c'est pas Ouais, possible? alors sur les gros aujourd'hui, vu que c'est pas encore sorti, on aura du mal à le dire, mais par exemple, vous pouvez aller voir opcap.fr Okay. qui est d'ores et déjà sorti. Et il y en a d'autres qui arrivent là très vite. Okay. La tendance de marché fait qu'on a attendu un peu pour les lancer, mais en tout cas, avant juin, vous allez pouvoir voir d'autres plateformes made in Tokenland émerger. Et en fait, assez naturellement, donc il y a des gros acteurs qui nous ont demandé de leur faire des plateformes de l'immobilier traditionnel. Donc, tu vois, c'est aussi un autre métier. C'est-à-dire que tu ne bosses plus avec une startup. C'est des process qui sont beaucoup plus longs. Il y a 20 personnes à voir avant de faire évoluer le La moindre sujet. ligne de code doit être validée. Ouais, c'est vraiment d'autres sujets. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que si l'écosystème il n'avait pas percé autant qu'on l'aurait voulu, c'est parce qu'il y avait un sujet sur la collecte où il y avait un problème dans la conviction auprès des futurs investisseurs. Tu vois, il y a de plus en plus de concurrence. Maintenant, tu peux investir super facilement sur des cryptos, sur des obligations, sur tout un tas de titres financiers, d'épargne différentes. Et donc, il y a eu un sujet de difficulté à aller chercher ces investisseurs. Et donc là, la semaine dernière, on a lancé une agence. Alors, c'est moins sexy, hein, mais on a lancé une agence de communication qui s'appelle Collect et qui est dédiée pour les acteurs aux acteurs de l'immobilier fractionné qui veulent aller collecter sur leur bien immobilier. Donc, voilà un peu tout le process. Tu vois, on a vraiment suivi l'écosystème. On est assez… Alors, du coup, que je comprenne bien, là, cette boîte collecte, donc moi, je comprends bien le côté SaaS ou développement en fait, d'une plateforme ça, web, où je peux comprendre pour atterrir sur un site de crowdfunding ou d'immobilier fractionné, où j'arrive à comprendre. Mais
pourquoi il a été essentiel que vous créiez Collect. C'est-à-dire que c'est pour évangéliser un petit peu. Non, vraiment, c'est qu'il y a plein de métiers sur ces modèles-là. Et nous, avant, quand on vendait Tokenland, on disait, nous, on fait tout sauf l'immobilier et le marketing. Parce que D'accord. moi, c'est le monde duquel je viens et je voulais vraiment passer à autre chose. Ouais. Il y avait plein de problèmes que j'avais plus envie d'avoir. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les acteurs qu'on accompagnait, c'était des gars qui faisaient de l'immobilier. Et c'est horrible à dire, j'espère qu'ils n'écouteront pas ou qu'ils n'en voudront pas, mais Non. ils ne savaient rien faire d'autre, tu vois. Et donc, le sujet, c'est que c'était pas vraiment, ça faisait pas de sens de leur dire, on va vous accompagner sur tout le process, mais au moment super stratégique d'aller communiquer et d'aller chercher vos investisseurs pour de vrai, eh ben, on va se défiler et on va pas venir avec vous sur ce sujet-là, on va vous présenter d'autres agences ou ce genre de choses. Et donc, nous, voilà, on a pris un peu de temps pour se rendre compte que, en fait, si on voulait transformer cet écosystème, et ben, il fallait être radical, il fallait y aller à fond, fallait prendre notre courage à deux mains et dire on vous accompagne tout au long. Donc, on a musclé un peu les équipes et on s'est musclé aussi. Je me suis musclé moi-même sur ces sujets-là. On a rencontré beaucoup d'acteurs. Moi, je pense que sur le dernier mois, j'ai dû voir 50 acteurs de l'épargne en ligne et de l'immobilier. Donc, tu vois, pour essayer de bien comprendre Ouais. les rouages du sujet. Et donc maintenant, on s'occupe de tout sauf de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en gros, donc, si je résume, c'est une agence de communication qui s'appelle Collect, qui en Ouais. fait, tu prends par la main, tu fais du clé en main pour accompagner les professionnels de l'immobilier, que ce soit peut-être du monde du patrimoine et de la promotion peut-être, hein, ou de la construction, je ne sais pas, à vraiment avoir une chaîne de valeur dans la tokenisation de leurs produits. Alors aujourd'hui, on va accompagner ceux qui ont déjà, ceux soit qu'on a déjà accompagné sur des sujets de tokenisation ou de fractionnement, ou qui ont déjà des plateformes de fractionnement, à aller vendre de l'immobilier fractionné, du crowdfunding, à aller vendre des prestats de CGP. Enfin, c'est vraiment, on essaye pour l'instant de devenir les spécialistes de ce métier-là, qui est Alors, très pointu, mais en tout cas, on le fait très bien. du coup, je fais juste un léger retour. On va dissocier quand même la tokenisation de l'immobilier fractionné. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est deux choses différentes? Ouais, alors c'est assez simple de comprendre la différence entre Voilà, c'est ça. l'immobilier fractionné et la tokenisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'immobilier tokenisé, c'est la suite logique de l'immobilier fractionné. Alors, je vais essayer de reprendre un peu depuis le début. Aujourd'hui, en France, tu ne peux pas tokeniser directement de l'immobilier. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux tokeniser une société dans laquelle il y a de l'immobilier. Malheureusement, il y a le modèle où tu tokeniserais des actions d'une société dans laquelle il y aurait de l'immobilier. Il est un peu compliqué parce qu'il y a des frottements fiscaux qui sont assez importants. En revanche, il y a un modèle selon lequel tu peux mettre de l'immobilier dans une société et mettre des obligations. Et c'est ces obligations-là que les acteurs, que les investisseurs, ils vont pouvoir acheter. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'immobilier fractionné. C'est enfermer une part de dette qui est liée à l'immobilier, enfin, proposer cette part de dette qui est liée à l'immobilier à des investisseurs. Donc, par exemple, la société, elle va acheter un bien résidentiel à Paris ou dans le sud-ouest et elle va dire, bah, moi, je vais faire des obligations moi, je touche un loyer qui me permet d'avoir 8%. Moi, je vais prendre une petite marge, bah, je vais proposer un rendement de 6,5% qui sera indexé sur le loyer à mes investisseurs. Donc, ça, c'est l'immobilier fractionné qui marche très Ouais. bien et dont on connaît les rouages. C'est le Et crowdfunding, derrière, non? C'est le crowdfunding bah, immobilier, non? Qui est alors, résumé au. ouais, il y a une différence majeure. Enfin, pour moi, il y a deux différences entre le crowdfunding et le fractionnement immobilier. La Ouais. première, c'est que le crowdfunding, il est basé sur un modèle d'agrément. C'est-à-dire que si tu veux faire une boîte de crowdfunding, il faut que tu aies un agrément qui s'appelle le PSFP. Et cet agrément-là, il implique quelque chose, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de levée pour ton compte. Tu ne peux pas investir dans les projets que tu proposes à la communauté. Et dans ce cadre-là, tu es un trait d'union entre d'un côté des porteurs de projets, qui sont soit des marchands de biens, soit des promoteurs immobiliers, et de l'autre côté, des investisseurs. Et donc, être une boîte de crowdfunding, c'est avant tout être une boîte de tech qui met en relation. Alors que sur un modèle d'immobilier fractionné, le but du jeu, c'est de faire une levée pour son compte, ce qu'on appelle en OPTF, c'est-à-dire en offre au public de titres financiers. Donc, toi, tu vas aller acheter le bien immobilier et c'est avec ta société que tu vas émettre les obligations. Tu ne vas pas aller faire appel à une société de tiers agrément. Et c'est là où il y a une vraie différence, c'est que là, tu fais la levée pour toi.
Donc ça, c'est la première grosse différence. Et la seconde, elle est évidemment sur les produits. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je fais du crowdfunding, c'est plutôt à 36 mois sur du promoteur. Quand je fais de l'immobilier fractionné, c'est plutôt du locatif sur du long terme ou plutôt sur l'opération de marchand de biens très très longue à 5 ans. Donc il y a une différence dans la façon de s'envisager en tant qu'outil de levée de fonds, on va dire. Et de l'autre côté, sur les produits, il y a une grande différence entre crowd et fractionné. Et tu vois, je viens d'apprendre quelque chose, je ne savais même. Pour moi, l'immobilier fractionné et le crowdfunding immobilier, c'était la même chose. Eh bien non. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est fou parce que tu vois, il y a des acteurs. Moi, je suis montpelliérain. Je pense que tu connais la boîte Brix là, qui est sur Montpellier. Donc, du coup, nous, on l'a identifié avec comment dire, un modèle qui était royalties à tort ou à raison, peu importe. Le but n'est pas de revenir sur ça. Qui s'est mis sur un système obligataire, donc qui Ouais. est converti donc en société de crowdfunding immobilier avec des obligations pour rémunérer ses investisseurs. Donc, c'est le premier cas que tu donnais avec les porteurs de projets d'un côté et la boîte tech et les investisseurs. C'est ce schéma-là Voilà. qu'a Bah, choisi la boîte. Brick, c'est un super exemple. Quand ils avaient des royalties, les appartements, ils les avaient en propre. Donc, on peut même dire qu'ils étaient en train de créer une foncière pour eux-mêmes. Maintenant, Brick, c'est devenu une boîte de crowdfunding assez traditionnelle. C'est-à-dire que c'est Tout à pas fait, eux ouais. qui sont propriétaires des biens. Mais tu vois, bon, c'est pas pour fixer sur eux, mais c'est juste pour prendre l'exemple. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dû, avec le modèle français, malgré eux, avec la législation, migrer vers le crowdfunding. Donc, est-ce que, en fait, moi, ma question, vu que je ne savais même pas, pour moi, c'est la même chose, est-ce qu'un modèle de immobilier fractionné en France existe? Donc, peut-être c'est naïf ma question. Aujourd'hui, est-ce que ça existe? Parce que je n'ai pas l'impression que la législation te le permet. Alors, moi, très tôt, j'ai été assez critique avec le modèle de royalties pour une raison simple, c'est qu'il a plein d'avantages. En revanche, il rentre dans une zone grise Oui, par clairement, oui. rapport à l'AMF. C'est-à-dire que l'AMF, elle ne comprend pas le royalties. Alors, on comprend ce que c'est, mais ça ne rentre pas dans son cadre. Et surtout, ça ne rentre pas sous sa juridiction. C'est-à-dire qu'un royalties, c'est un contrat commercial entre deux parties. Donc, ce n'est pas un titre financier. Donc, l'AMF n'aurait rien à dire sur ces sujets. Ouais. Or, l'AMF, elle ne peut pas autoriser, elle ne peut pas dire vous allez faire des levées de fonds sur des pseudo-titres financiers qu'on a appelés royalties, en nous disant mais en fait c'est pas des titres financiers donc vous n'avez pas le droit de me réguler. Et donc c'est pour ça que ils ont fait une petite mise au point assez globale le 23 décembre de l'année dernière. Qu'ils ont eu, alors je ne suis pas au courant des discussions qu'il y a eu en interne entre BRICS et l'AMF. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils sont rentrés en discussion avec un modèle de royalties, ils sont ressortis avec un agrément de crowdfunding. Oui. Et ça, le modèle de royalties, il y a quand même pas mal de monde qui alerte depuis pas mal de temps sur la fragilité du modèle. En revanche, on voit encore un certain nombre d'acteurs qui sont en train de se lancer sur ce sujet-là. Donc, c'est un modèle qui n'est pas mort. Il y a une association qui les regroupe. Je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 acteurs immobiliers qui sont encore sur ces modèles-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les acteurs qui sont en train de leader le changement sur les sujets d'immobilier fractionné. Aujourd'hui, le modèle qu'on est en train de voir émerger et qui est en train de devenir, selon moi, le standard de marché, c'est un modèle qu'on a défendu depuis plus d'un an maintenant, qui est celui de l'obligation. Et l'obligation, elle porte plein de problématiques un peu plus difficiles parce que, évidemment, c'est un titre financier, donc il y a toutes les difficultés réglementaires qui vont avec. En revanche, l'obligation, l'AMF, elle connaît très bien, donc ça rentre dans son spectre. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller expliquer son projet à un régulateur et même à d'autres acteurs sur un modèle obligataire qui est assez connu, plutôt que d'aller faire des tentatives un peu nouvelles. Et donc aujourd'hui, je pense que le modèle obligataire est en train de devenir le standard de marché et qui va l'être jusqu'à une taille assez significative. Et cette taille significative, ce sera quand les acteurs seront assez gros pour que les régulateurs entament une discussion en disant, bon, on vous a laissé faire jusqu'à maintenant sur un modèle vous avez suivi la loi, vous avez un peu dévoyé notre outil, maintenant on va essayer de faire ça dans les clous. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire de la fintech. C'est-à-dire que le crowdfunding, quand ils se sont lancés, c'était des pirates, eux aussi, ils faisaient des 10, ils faisaient Oui. des EPF. Et puis au bout d'un moment, voilà, la l'AMF a dit, bon, bah, on va vous faire un agrément, le régulateur a dit, on va vous faire un agrément. Et je pense que ça se passera exactement pareil, mais en attendant,
selon moi, les acteurs doivent se lancer quand même dans un modèle qui est bien compris Ouais. enfin, fiscalement, d'un point Le de vue régulateur. régulatoire. Ouais, voilà, il faut qu'il soit bien compris et qu'on ne se fasse pas headshot trop vite, quoi. C'est quand même un peu ça le sujet. Et donc ça, Et c'est… ils n'auraient pas pu légiférer les royalties. C'est la question que je me suis posée depuis plusieurs mois. Je me dis, est-ce qu'ils n'auraient pas pu attendre, creuser le sujet et légiférer peut-être sur un modèle de royalties immobilier? Bah, c'est toujours pareil. Tu vois, moi, je vois deux trucs. On va dire que l'écosystème du royalties immobilier, il doit peser à peu près allez, entre 80 et 100 millions d'euros en France. Euh, donc, c'est assez minuscule. Oui. En plus, il n'y a pas grand monde à l'AMF. T'imagines, il faut faire, non, mais il faut faire un Oui. groupe de travail à Bercy. Enfin, Ouais, ça fait remuer beaucoup pour pas grand-chose. Tu vois, c'est quand même ça, ça fait remuer beaucoup de gens et beaucoup de sujets pour pas grand-chose. Alors que moi, je peux les comprendre, hein, ils peuvent aussi dire on a des modèles obligataires qui existent, les gars, on a déjà la SCPI, on a déjà le crowdfunding, c'est pas assez pour vous. Enfin, je peux aussi comprendre ce sujet-là. Donc, ok. oui, ils auraient pu essayer de faire rentrer le royalties dans les cases. Ça n'a pas été leur choix pour, j'imagine, plein de raisons internes et pour beaucoup de difficultés pour pas grand-chose. Voilà, la nouvelle tentative maintenant, c'est sur l'obligataire et je suis persuadé qu'on arrivera à grossir un peu plus et à avoir un levier de négo un peu plus important pour une raison simple, c'est que il n'y a aucun acteur important qui s'est lancé sur les royalties. Et aujourd'hui, sur l'obligataire, on voit déjà. Alors, moi, je vois des sociétés de gestion avancer sur le sujet, je vois des foncières assez grosses avancer sur le sujet. Et sans faire le personnage dans le secret des dieux, Club Funding s'est lancé dessus. Club Funding, ça a levé 1 milliard depuis sa création. Oui, Enfin, c'est il y vrai. en a qui commencent de se positionner assez publiquement sur le sujet avec un modèle obligataire. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'on est plutôt mieux parti avec ce modèle-là qu'avec le précédent. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que l'obligataire, donc le crowdfunding, est quand même épuré depuis plusieurs années, 2010, 2012. Reprends-moi un peu sur l'historique. Peut-être ça a Ouais, commencé à émerger. ça doit être ça, ça doit être depuis 2010. Je pense que WeSeed, ça doit être 2009-2010 et tout. Et derrière, en gros, ça a explosé en 2015. Enfin, ça a explosé. Il y a eu une vraie accélération à partir de 2015. Du coup, la suite, c'est de crowdfunding, on passe à l'immobilier fractionné d'un point de Ouais, vue échelle. Donc là, on est en train toi, avec Tokenland, vous êtes en train de faire émerger les premières plateformes, si je comprends bien. ouais. Et j'aimerais faire un temps d'arrêt justement ce que vous faites avec Tokenland sur l'immobilier fractionné, parce que du coup, j'aimerais vraiment que tu nous expliques la diff. Donc, on l'a compris, tu l'as un peu expliqué, mais vraiment, là où on en est, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans ce game changer en disant, OK, crowdfunding, le marché est épuré, tout le monde le comprend, et maintenant, on passe à l'immobilier fractionné. Et qu'est-ce qui va être l'émergence, la différence entre les deux qui va faire exploser pour atterrir à la tokenisation? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête déjà, c'est que je pense pas que l'immobilier fractionné va remplacer le crowdfunding. Tu D'accord? vois, c'est pas pour les mêmes risques, c'est pas pour les mêmes personnes, c'est pas le même produit. OK. Tu vois, comme je te dis, il y a un produit de promotion Oui. qui sera plutôt au-dessus de 10%, alors que sur l'immobilier fractionné, tu vois, tu vas chercher des loyers. Hein. Donc, si tu vas aller le chercher, si tu es au-dessus de 7 déjà, c'est que tu as très, très bien travaillé. Donc, Ouais. tu vois, c'est pas les mêmes produits et je pense ils vont arriver à vivre ensemble. Et tu vois, je te parlais de Club Funding juste avant. Club Funding, c'est typiquement une boîte qui fait du crowdfunding et qui va faire de l'immobilier fractionné. Et ça, je pense que c'est un des points importants à garder en tête. De mémoire, tu vas me reprendre, mais ils en ont fait, je crois, avec l'une des boîtes qui s'appelle Colonize, sur des produits d'ailleurs que nous on fait aussi, des produits de colocation, ils en ont fait quand même ça, non? De mémoire, je sais plus comment le produit s'appelait, mais en gros, ils en ont fait, Alors non? Club Funding, là, en gros, ils ont lancé leur produit d'immobilier fractionné en obligation en Ok, novembre 2023, qui était, oui, plutôt sur du résidentiel. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait avec Colonize, mais qui était plutôt sur du résidentiel. ok, Et en gros, pour te donner un peu les chiffres, ils ont levé à peu près 15 millions en fin d'année 2023 sur ces sujets d'accord. d'immobilier fractionné. Ouais, donc il y a de la pétence quand même. Il y a une appétence assez forte. Et donc, l'immobilier fractionné ne va pas remplacer le crowdfunding. Ça va être D'accord. juste un nouveau moyen de se diversifier. C'est un nouveau type d'immobilier. Et tu vois, ça va s'adresser à d'autres personnes. Aujourd'hui, quand tu fais du crowd, tu vas chercher du 10% et tu vas chercher du 10% sur 36 mois.
enfin, je ne sais pas comment le dire joliment, mais bon, c'est quand tu as un peu de thunes et que tu ne sais pas trop quoi en faire. Alors que sur l'immobilier fractionné, tu peux aller chercher une cible qui, par exemple, voulait investir sur de l'immobilier traditionnel, sur de l'immobilier locatif, tu vois, n'a pas eu son prêt, a de l'épargne disponible, veut quand même aller dedans, mais ne saura pas quand il aura son prêt, et ben il se dit, bah, je vais aller faire de l'immobilier fractionné. Et tu as quand même un peu ce truc de se dire, faire de l'immobilier fractionné, je fais de l'immobilier parce que je choisis mon produit, etc. Pourtant, il ne faut jamais oublier, et ça, je vais le répéter, et c'est important, je me répète un peu, mais il ne faut pas oublier que c'est un produit de dette, hein. C'est-à-dire que tu achètes une obligation qui est basée sur un rendement immobilier. Mais tu achètes une obligation, tu n'achètes pas de l'immobilier. Mais par contre, tu peux aller chercher des gens sur ce produit-là qui ont une appétence à l'immobilier. Et moi-même, je le vois quand j'ai été sur mes premiers investissements en fractionné, en tokenisé, etc. Je me suis dit, ah là là, énorme, je vais pouvoir suivre un peu l'avancée de ce bien et tout. Alors maintenant, ça me saoule parce que je suis sur plein de projets, donc je reçois plein de mails tout le temps en me disant, bah, on a changé la cuvette des chiottes de l'appartement 37. Bon, c'est pas nécessaire de me tenir au courant sur ces trucs comme ça. Mais, ouais, non, mais et évidemment, après, quand on a plein, tu n'es plus sur le sujet. Mais tu vois, moi, je vois bien mes premiers sujets, c'était vraiment de me dire ah bah, je vais avoir cette démarche-là comme si je faisais moi-même de l'immobilier. Sauf que bon, c'est quand même plus facile. Tu n'as pas besoin de t'occuper de la gestion locative. Quand il y a un problème, c'est réglé. Alors oui, ça entame un peu ton rendement, mais quand il y a un problème, il est réglé par le gestionnaire. Et tu vois, tu as des. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de marché secondaire sur l'immobilier fractionné, mais en tout cas, on sait qu'il est probable qu'il arrive assez rapidement, ce marché secondaire d'immobilier fractionné. Donc, tu as aussi une porte de sortie qui est plus facile que sur l'immobilier traditionnel. Donc ceux qui l'ont fait et qui me vient en tête, c'est Louvre, non? La SCPI Louvre Invest, non? Avec Mutt, non? C'est ça qu'ils font. Alors, il faut l'immobilier fractionné, mais ils n'ont pas de marché secondaire non plus. D'accord, ok. Non, mais c'est pour bien Aujourd'hui, comprendre le modèle, ouais. D'accord. Mais alors, Mutt, c'est un produit de la société Louvre. Louvre qui fait du cashback sur les SCPI. Et Mutt, c'est le produit immobilier fractionné donc qu'ils font, je crois, en partenariat avec Beanstalk. Donc voilà, par exemple, eux, ils vont proposer des obligues à 6-7% sur des biens immobiliers. Je crois qu'ils ont fait beaucoup Marseille. Bon, voilà, Ok. Non, mais aucun souci. Oui, non, non, mais Beanstalk, effectivement, on les connaît, ils sont sur les mêmes verticales que nous. Mais ok, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait l'immobilier fractionné. En fait, je n'avais pas vu la diff, mais je vois tout à fait. Donc, en fait, mais par contre, la réflexion que je me fais, c'est quand même. En fait, je me dis, moi, Green Living, nous, on fait de l'investissement locatif, ok, mais je vois que des gens, s'ils n'ont pas effectivement de crédit, est-ce que moi, petite structure, on va dire plutôt locale, je peux me permettre de le faire? Alors, j'ai l'impression que c'est quand même le ticket d'entrée, en tout cas, pour y accéder à l'immobilier fractionné et répandre un peu les produits qu'on a, c'est qu'il faut quand même avoir une taille critique, non? Je me trompe. Je pense que le côté foncière et le côté est quand même un passage obligé. Est-ce que je me trompe? Non, je ne pense pas. En fait, c'est important pour l'écosystème parce que tu as besoin qu'il y ait des gros acteurs qui fassent beaucoup de pédagogie, qui fassent beaucoup de publicité, de RP, qui passent à la télé pour expliquer ce truc-là. Mais par contre, tu vois, ça, c'est des convictions qui sont super fortes chez moi, qui dire, en fait, il y a une place énorme à jouer pour les acteurs locaux sur ces sujets-là. Parce que toi, en tant qu'acteur local, tu vas dire, ben voilà, moi j'ai ce bien-là, en fait, je ne vais pas le mettre à la vente pour mes clients. Ce bien-là, je vais le garder en gestion, mais par contre, je vais le proposer par tranche de 500 ou 1000 euros, 100, 500, 1000 euros à des investisseurs potentiels. Et, euh, et tu vois, je pense que c'est assez puissant de dire d'aller chercher une cible qui est locale et de dire, bah voilà, si on est à Bordeaux, bah, je vais aller chercher les Bordelais pour investir dans ce sujet-là. C'est-à-dire que pour moi, les deux verticales qui marchent bien, c'est la verticale très très loin et la verticale très très près. C'est-à-dire, soit tu vas aller vendre du patrimonial dans le centre de Paris à des Chinois, soit tu vas aller vendre un appartement bordelais à des Bordelais. Et je pense que c'est les deux verticales qui marchent le mieux. Et, et je pense que la taille critique, il n'y a pas une taille critique de départ, mais par contre, effectivement, il faut lancer des boîtes qui soient pilotées par les coûts. Il faut lancer des boîtes qui soient vraiment cost-effectives sur ces sujets-là. Et tu vois, et c'est aussi pour ça, tu as l'impression que je vends ma soupe tout le temps, mais c'est aussi pour ça qu'on a lancé Collect. Tu vois, c'est parce que ça ne s'invente pas vraiment d'aller faire Ah, une mais attends, levée. rien.
je te mets à l'aise, hein. Tu passes le podcast Le Grenier, parce que je pense que tu es expert au sujet, et bien évidemment qu'on parle de Tokenland et de collecte. L'objectif, c'est de comprendre cet écosystème. Et ce que j'ai l'impression, et je suis ravi de t'avoir, parce qu'en fait, pourtant, je pensais savoir, mais alors pas du tout. Et c'est qu'en fait, tu raccroches des wagons que même moi, je n'avais pas. Donc, non, il n'y a aucun problème. Et le fait qu'en fait, que tu es plugué Collect à Tokenland, c'est même, j'ai envie de te dire, c'est comme si moi, je te disais, je fais de la recherche de biens, mais je ne fais pas de travaux. C'est-à-dire, dans mon clé en main, il manque l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un bien sûr. problème. Et toi, en fait, tu es en train de dire, écoute, les gars, moi, j'ai initié le projet et tu avances au fur et à mesure des objections qu'on t'impose, que tes clients t'imposent. C'est-à-dire, bah là, en l'occurrence, les gros acteurs. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, et je vais le dire avec mes mots, parce que je ne saurais le dire différemment, c'est quand même que quand tu évangélises un secteur, il te faut de l'argent. Tu peux retourner le problème comme tu veux. Une évangélisation, il te faut de la caillasse. Donc, les foncières et les gros acteurs, peuvent se permettre de se dire, OK, on brainstorm sur le truc, on fait un 5-5 et on avance. Moi, petit acteur local, je suis convaincu de ce que tu dis. Mais je me dis, wow, déjà pour faire un site WordPress, tu vois le truc, ça sort de mes compétences. Alors imagine une plateforme où je dois aller chercher, alors que j'adore ce que tu fais, mais je me dis qu'en fait, il y a un temps avant que ce soit local. Alors nous, on pense que c'est une grosse opportunité. Et, tu vois, on est en train de discuter avec des acteurs locaux et pour te dire même le truc, alors on est en train de l'abandonner, donc je peux le dire maintenant, mais au début, on pensait même lancer notre propre marque d'immobilier fractionné et de vendre ça en mode franchise. Alors là, je serais très curieux de savoir. Alors pourquoi, un, vous avez eu cette idée, et deux, pourquoi elle a été abandonnée? Abandonné parce que on croit très fort en collecte et on veut faire les choses dans l'ordre. Et donc, tu vois, vu qu'on est sur un lancement, on se dit on va pas s'éparpiller à faire 1000 trucs en même temps. C'est le nerf de la guerre de tout entrepreneur, hein, je te rassure. Donc, pourquoi on est en train de l'abandonner un peu? Ça arrivera peut-être plus tard, hein, mais c'est parce que voilà, on a voulu séparer les métiers et on se dit que sur Collect, on peut avoir plus d'impact sur l'écosystème, on peut permettre à plus de boîtes de grossir plus vite et on trouvait ça assez puissant. Et c'est quoi le concept? Bah, c'est vraiment de dire, tu vois, quand je te disais que c'était une conviction, j'y crois vraiment quand je te le dis, hein, c'est pas pour faire le gars. Nous, on croit vraiment qu'il y a un sujet sur la localité, c'est-à-dire d'aller vendre de l'immobilier à Angers, aux Angevins, à Bordelais, à des Bordelais. Et parce que tu as une histoire à raconter, parce que les gars, ils peuvent passer dans la rue, parce que, tu vois, ils peuvent aller voir la rue, ils peuvent se faire une idée, et puis tu les rapproches de l'expérience de ce que c'est de faire de l'immobilier, et puis ça leur parle. Et en tout cas, je pense vraiment que l'investissement local, il a du sens. Il peut parler à beaucoup de gens qui ne seraient pas allés dans l'investissement, tu vois, qui avaient un peu peur de se lancer. Moi, j'adore ça, c'est que il ne faut pas oublier qu'il y a quand même plein de gens qui n'investissent pas. Ça, tu vois, c'est mon sujet de me dire. Et moi, j'ai été comme ça super longtemps, tu vois, Enfin, à chaque fois, je me dis, mais putain, pourquoi il n'y a pas un gars qui est venu secouer le mois de quand j'avais 20 ans, que j'étais étudiant? T'as bien 200 balles qui traînent. Alors, je ne te dis pas que c'était la richesse, mais t'as bien 200 balles qui traînent. Et juste te former à comment ça se passe, etc. Enfin, j'aurais bien aimé. Et tu vois, je pense que sur les sujets locaux, ça peut emmener, il y a une histoire qui peut emmener des gens qui ne seraient pas allés. Il ne faut pas oublier que les livrets A sont pleins, tu vois, les PEL sont pleins. Et à côté de ça, il y a l'épargne, elle ne fait pas vivre l'économie comme elle pourrait faire vivre l'économie. Et je suis sûr que le localisme, c'est une belle narrative qui peut emporter pas mal de gens. Donc, nous, on discute avec pas mal de futurs acteurs locaux. Et tu vois, eux, ils vont jouer le jeu à fond et ils vont faire une communication très, très ciblée sur les gens qui sont autour d'eux. Et puis, attends, tu as des zones, il faut le dire simplement, il y a des zones en France où il y a quand même plus d'argent qu'ailleurs. Donc, c'est plus facile d'aller, tu vois, quand tu es autour du lac Léman. C'est plus facile de collecter. C'est plus facile de collecter. Quand tu es dans le sud-ouest, c'est plus facile de collecter. Quand tu es autour de Saint-Tropez. Je pense que tous ceux qui sont propices à l'immobilier connaissent ces zones-là. Mais tu vois, je pense qu'il y a deux mondes qui, pour moi, peut-être peut faire émerger un modèle. Tu vois, nous, on est dans la rénovation énergétique, c'est le sujet depuis des mois. Mais tu vois, ces deux mondes-là, fractionnés
et réno énergétique, de dire à un local, à un Bordelais, à un Montpellierin, à un Niçois, à un Parisien, de dire, OK, mec, ben, vas-y, sois acteur du changement sur la réno en faisant de l'immobilier fractionné. Je pense que cette histoire-là, moi, me parle, et parce que c'est le sujet du financement des rénovations énergétiques. Voilà, c'est pas pour faire un débat là-dessus, mais c'est un vrai sujet et tout le monde se pose la question. Et tout le monde a des débuts de réponse, mais pas la totalité. Par contre, l'immobilier fractionné peut répondre parce que quand parce que toi, je ne sais pas si tu as investi de près de loin en immobilier direct, il faut lever de la dette. C'est-à-dire qu'une rénovation coûte X milliers d'euros, mais peut-être que tu as 200 euros, comme tu dis, à mettre tous les mois pour justement être acteur de cette transition et être acteur justement d'investir dans l'immobilier. Peut-être que ces deux mondes-là feront que ça va faire émerger plus l'immobilier fractionné et de trouver une autre réponse au financement de la rénovation énergétique des centres-villes français. Ouais, mais tu sais que j'ai un bon exemple sur ça, c'est une boîte qui fait de la tokenisation. Alors, on va arriver à la tokenisation juste après, mais c'est une boîte qui fait de la tokenisation de biens immobiliers et eux, ils ont vraiment axé sur ce sujet en disant, nous, on va prendre des biens qui ont un DPE très faible, qui sont vraiment à restaurer, à rénover, et on va les transformer en belles. Alors, tu vois, c'est une belle opération de marchand de biens. Enfin, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut être un immopreneur quoi, pour faire ce genre d'opération, des opérations de transformation. Et eux, c'est vraiment leur concept de dire, nous, cet immobilier tokenisé, on le fait avec cette ambition de rénover le parc. Alors, tu vois, c'est un appartement par un appartement. Ouais, c'est atoa.io. Je les avais pas Atoa.io. cités. Ouais, c'est atoa.io, Okay. n'hésitez pas à aller voir. Moi, j'ai pas de problème à citer les concurrents ou les gens qui sont dans la verticale, je m'en fous. Non, mais l'objectif, c'est vraiment de discuter de toutes les choses qui se font dans l'immobilier. Justement, du 3 à 4.0 que toi, tu représentes, un truc hyper classique d'un T2 patrimoine. Ok, super. Donc, eux, ils mélangent les deux business, en fait. Exactement. Et c'est assez sympa parce que pour le coup, ils font de la tokenisation et ça va me permettre aussi d'y arriver enfin sur ce sujet de tokenisation. C'est assez simple. En fait, il y a beaucoup de gens qui essaient de complexifier cet écosystème-là. Mais maintenant qu'on a beaucoup parlé d'immobilier fractionné, en fait, il faut vraiment se dire que c'est de l'immobilier fractionné, sauf que tout ça, on rajoute une sous-couche de blockchain et tout ça, ça va se passer sur la blockchain. Et il ne faut jamais oublier que la blockchain, quand on parle de tokenisation, c'est juste une surcouche technique, mais ça ne change absolument rien sur les sujets fiscaux, sur les sujets réglementaires. Et donc, l'immobilier tokenisé, c'est l'immobilier fractionné, mais sur la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes obligations, au lieu de les signer et de les recevoir par mail, je vais les signer, mais je vais les recevoir grâce à un token. Donc, un token, c'est la représentation minimale sur la blockchain. Je vais les recevoir sur un token dans mon portefeuille Web3, donc dans mon wallet, c'est comme ça qu'on dit. Donc, je vais recevoir ce token et ce token, il va représenter mon obligation. En fait, pourquoi c'est intéressant de faire de la blockchain? Parce que là, on dit comme ça, bon, ok, tu as juste mis mon truc sur la blockchain. En fait, c'est intéressant pour les cas d'usage que ça va pouvoir apporter derrière. C'est-à-dire que déjà, pour moi, c'est super de pouvoir le mettre sur la blockchain parce que j'adore la blockchain et puis tous ceux qui sont dessus, tu vois, ça permet d'avoir une certaine forme de traçabilité, c'est assez rapide, c'est efficace. Mais surtout, ce qui est important, c'est pas de parler de blockchain, c'est de parler des cas d'usage que ça amène. Et ça amène des milliers de cas d'usage, mais deux qui sont très importants. Le premier, c'est la possibilité de mettre en place un marché secondaire. C'est-à-dire que demain, je peux envoyer mon token d'un wallet à un autre wallet et dans ce cas, mon obligation qui sera enfermée dans ce token-là, elle va passer dans les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est cette facilité-là qui est intéressante. Et la seconde, c'est ce qui existe avec les SCPI, c'est le nantissement de cette obligation, donc la mise en collatéral de cette obligation pour aller emprunter de l'argent. Et tout ça, c'est possible grâce à une chose, c'est ce qu'on appelle la composabilité, c'est-à-dire un token dans lequel j'ai enfermé mon obligation. Il a ce paramètre-là de composabilité qui veut dire qu'il peut être utilisé par un acteur B sans l'accord de son émetteur qui est l'acteur A. Ça veut dire que si demain j'ai une société qui émet un token dans lequel il y a une obligation immobilière, et sans demander son accord, je peux aller l'échanger sur une autre plateforme ou je peux aller le mettre en collatéral sur une autre plateforme.
Et là, c'est important d'avoir en tête qu'on ne parle pas de quelque chose qui est dans un futur lointain. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, le marché secondaire et la mise en collatérale, ça n'existe pas en France. En revanche, bon, il y a des acteurs qui bossent bien dessus, hein, nous y compris, on a quand même pas mal regardé le sujet. Mais il y a des acteurs aujourd'hui aux US. Donc, par exemple, je vais citer Realty, qui est le leader du marché, qui vient d'ailleurs de faire une levée de 18 millions d'euros. Realty, qui est le leader du marché, eux, ils ont un marché secondaire donc, qui ressemble à n'importe quelle bourse sur laquelle tu peux aller t'échanger leurs tokens qui représentent de l'immobilier. Et ils ont aussi un outil de lending, enfin, on appelle ça un outil de lending, je ne sais pas quelle est la traduction, une plateforme de prêt, pardon. Ouais. Et donc, sur cette plateforme de prêt, tu peux aller prendre ton token immobilier, le poser en collatéral et obtenir 50% de la valeur de ton token en échange du dépôt. Donc, ça veut dire que quand j'ai mon token à $50, je vais le déposer, je peux récupérer $25 en stablecoin. Et avec ces $25, je peux aller acheter encore de l'immobilier tokenisé, je peux partir en vacances, je peux faire ce que je veux. Enfin, chacun après fait Si ce tant qu'il veut de est ses que là où tu investissements. pars en vacances, ils acceptent les tokens. On est d'accord. La monnaie, non? Et non, parce que en fait, ça, c'est vraiment un mythe de croire que la crypto, c'est un voyage sans retour. C'est-à-dire que je peux mettre mon token immobilier en collatéral, ça va me permettre d'emprunter du stablecoin, et ce stablecoin, après, je peux le faire ressortir en euros traditionnels. Hein. D'accord. Bon, tu vois, c'est pas du tout mon domaine, effectivement. Mais tu vois, moi, il y a un truc, et je vais le creuser. Alors, je vais peut-être reposer des questions, mais moi, dans tout ce que tu viens de dire, il y a une chose, voire deux, qui m'interpelle, c'est le droit de la mutation. C'est-à-dire quand tu passes de A à B en prenant la moitié, 50% de ce que tu dis, et la propriété. C'est-à-dire qu'en fait, je pense là, je raisonne comme un franco-français, c'est que tu vois, il y a une histoire de propriété. Et là, ce que tu es en train de me dire, ou de ce que je perçois, c'est qu'il y a un transfert de propriété sans l'accord d'un. Tu vois, c'est ça que tu vois, j'ai du mal à percevoir. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les notaires, ils ne sont pas du tout exclus du process, hein, parce que le bien immobilier, il doit être acheté par la société et il sera acheté avec un notaire de façon traditionnelle. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand je veux échanger ce token, il y a évidemment les deux acteurs, celui qui va payer et celui qui va recevoir, qui se sont mis d'accord. Donc ça va être quand même le principe de se dire, ça va être un achat de token. Donc il n'y a pas d'échange sans que qui que ce soit au courant. Et d'ailleurs, c'est un peu les principes du Web3 et de la blockchain qui ressortent. C'est-à-dire que une fois que tu as un wallet décentralisé, un portefeuille en ligne, eh ben, tu es vraiment souverain de ce que tu fais. Tu es vraiment souverain de ton épargne, souverain de ton argent. Et je te donne un exemple tout bête. Hein, mais si demain, tu envoies ton token à une adresse qui n'est pas la bonne et qui n'existe pas, eh ben, ton token, il est perdu et il n'y a pas un numéro de SAV pour aller le récupérer. Et tu vois, ça arrivé alors à tous les gens qui font de la crypto, c'est déjà arrivé d'envoyer de l'argent à la mauvaise adresse et parfois beaucoup d'argent. Ouais. Mais en tout cas, il y a vraiment ce sujet-là de dire le marché secondaire, il sera facilité grâce à la mise sur la blockchain et tu vas pouvoir t'échanger ce token. Mais par contre, il faut bien garder en tête que la blockchain, c'est la représentation de la confiance en ligne Ouais. et tu vas pas pouvoir c'est plus difficile de flouer un acteur on-chain que de manière traditionnelle. Parce que bon, là, tout est écrit sur la blockchain, tout est infalsifiable. Donc, il y a vraiment ce sujet-là. Et après, sur le nantissement, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est exactement ce qui se passe quand tu veux nantir des parts de CPI. Tu vas voir ta banque, tu vas dire, bon, voilà, j'ai 10 000 euros de parts, je ne l'ai pas chez vous, et vous me donnez 5 000 euros. Et ben, c'est exactement la même chose que tu peux faire sur un protocole blockchain. La différence, c'est qu'au lieu que ça prenne 3 semaines, 2 allers-retours chez le banquier, et si tu t'entends pas bien avec lui, il va en plus te faire payer 300 euros. Là, tu peux le faire en 20 secondes pour 10 centimes sur une Mais tu vois, plateforme en caleçon dans ton canapé le qui dimanche. va vérifier ça? Parce qu'OK, le banquier met 3 semaines, mais le banquier, c'est un humain qui va valider. Il a un process de validation. C'est-à-dire que le protocole, tu l'as déjà pré-rempli, validé par, je ne sais pas moi, par des gens qui ont, je sais pas moi, un organisme qui a cette valeur de valider des protocoles. Et donc, en gros, dès que le protocole est validé, il n'y a pas besoin d'y revenir dessus. En fait, en gros, c'est tacite. C'est validé quand un protocole est sécurisé. C'est ça?
Ouais, un protocole de mise en collatéral pour te donner un ordre d'idée de comment ça marche. D'un côté, tu as des gens qui vont venir fournir de la liquidité et qui vont être rémunérés pour ça. Et de l'autre côté, tu as des gens qui vont venir poser leurs assets en collatéral pour récupérer de la liquidité. Et donc, il faut vraiment que tu gardes en tête que tout ça, c'est automatisé et ce sont des règles, c'est ce qu'on appelle des smart contracts, donc des contrats intelligents. Et contrat intelligent, ça commence par contrat. Et donc, ce sont des règles immuables qui gèrent toutes les interactions entre ces deux types d'acteurs. Et donc, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que tout ça, c'est automatisé et c'est pour ça que c'est rapide, efficace, pas cher et sécurisé. C'est parce que c'est vraiment, c'est du code. Il n'y a pas d'intervention humaine, mais c'est aussi pour ça que tu ne peux pas faire un prêt, c'est-à-dire tu ne peux pas aller déposer pour 10 000 euros de collatéral et emprunter 100 000 euros parce qu'il y a un sujet, tu dis comment je peux faire confiance, etc. Donc c'est pour ça qu'on fait du prêt, on fait du nantissement, du prêt sur collatéral. Donc je vais aller poser pour 50 dollars ou 10 000 dollars de token immobilier et en échange, je vais avoir seulement 5 000. Et si je ne rends jamais les 5 000, bah, je ne revois jamais mon collatéral, tu vois. D'accord. En fait, dans ces smart contracts, il y a quand même beaucoup de scénarios prévus pour Bien sûr. chaque. Voilà. Parce qu'en fait, que si je donne une image à mes propos, c'est qu'en gros, quand il y a ce tiers de confiance qui est la banque, qu'on aime ou pas les banquiers, en tout cas aujourd'hui ils sont là, tu as un acheteur et un vendeur, et la confiance qui fait que l'argent va arriver de l'acheteur au vendeur, c'est la banque. Tu vois, c'est ce tiers de confiance qui fait le transit. Et ensuite, qu'est-ce qui légalise ça? C'est un notaire qui fait un titre de propriété. Alors, je simplifie grandement les choses, mais c'est un peu ça. Ce que tu es en train de me dire, c'est que dans ce smart contract, il sera prévu un scénario X, et après il peut en exister des milliers, qui dit, ben voilà, votre notaire et votre banquier ont déjà prévu plein de requêtes. Si ça se passe comme ça, c'est comme ça. Si ça se passe comme ça, c'est comme ça, en quelques secondes ou en quelques minutes ou en quelques heures. C'est ça? Ouais, alors ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que tout ça, là, on est vraiment loin après le process D'accord. des banquiers et des notaires. C'est-à-dire que là, c'est plutôt entre particuliers, donc des particuliers qui vont venir prêter de l'argent à d'autres. Et c'est ça aussi hein, la puissance de ces sujets-là, c'est que on sort des acteurs, des tiers de confiance traditionnels, parce qu'on se dit que c'est la blockchain qui représente la confiance. Et donc, vu que ces smart contracts qui sont infalsifiables, eh ben, tu vas pouvoir mettre en relation différents acteurs particuliers pour qu'ils se prêtent de l'argent entre eux. Et aujourd'hui, je refais bien le process simplement pour que tu l'aies bien. Quand j'ai, on va dire, 10% d'un bien immobilier, j'ai acheté des tokens immobiliers qui représentent 10% d'un bien immobilier pour 10 000 euros, et ben avec ces tokens immobiliers, j'ai deux choix. Soit je peux aller les mettre en vente sur une marketplace, sur une plateforme, sur un marché secondaire. Et donc là, n'importe qui va pouvoir me les acheter et je vais pouvoir les négocier. Donc là, tu vois, tu apportes une facilité dans la négociation de l'immobilier, dans la liquidité de l'immobilier. Et le second point que je peux faire, c'est aller le nantir, c'est aller le poser en collatéral sur un protocole où tout sera automatisé. Et à ce moment-là, je vais pouvoir aller emprunter de l'argent qui aura été déposé par d'autres. Mais vu que tout est automatisé, je vais pouvoir emprunter 50% de la valeur de ce que j'ai déposé pour l'instant pour aller l'utiliser autrement. Et tu peux faire des trucs un peu sympas hein, parce que une fois que tu as emprunté 5 000 euros, bah, tu peux aller racheter de l'immobilier, etc. Enfin, tu peux faire des techniques assez sympas. Ouais, j'ai l'impression que on est au tout début, mais qu'il y a quand même des solutions infinies quand même, hein. J'ai l'impression que ce que tu exposes, c'est peut-être un cent millième de ce qui est possible, parce que je me dis, tout est possible, tout est ouvert, hein, quoi. Ouais, il y a plein de nouveautés qui sont possibles. Il y a des milliers de cas d'usage, tu vois, qui vont arriver. Pour l'instant, tu vois, On connaît pas encore. on est vraiment aux prémices de tout ça. Il ne faut pas oublier que la première notion de smart contract, etc., ça est né avec la naissance d'Ethereum, donc qui est né en 2015. Donc, tu vois, ça fait 9 ans qu'on en parle. Ça fait 5 ans qu'il y a vraiment des gars qui ont commencé de travailler sur ces sujets-là. Donc, on est vraiment au tout début de ce qu'il est possible de faire. Et pourtant, tu vois, il y a déjà des acteurs qui se sont débrouillés pour avoir des cas concrets et des cas utilisables. Et moi, ce que j'aime bien dire sur le sujet de tokenisation, c'est que, en fait, tu rabaisses à un niveau très bas, c'est-à-dire ça devient accessible à tous, des sujets de finance qui étaient assez compliqués. C'est-à-dire que tu vois, un nantissement, moi, quand j'ai commencé de bosser dans la tokenisation, franchement, je fais déjà de l'IMO avant depuis quand même un bout de temps. J'avais jamais fait de nantissement, j'avais pas, tu vois, j'avais une vague idée de ce que ça voulait dire, etc. Mais j'étais quand même loin de me douter du process, de comment ça marchait et tout. Alors depuis, j'en ai fait pour voir comment ça marchait. Bien Mais, sûr. c'est quand même des sujets.
Tu vois, c'est quand même des sujets de finance assez avancés. Et là, ça arrive dans les mains de n'importe qui. Alors, d'un côté, tu peux te dire, tu peux être un peu fataliste et te dire, bah, oh là, là, c'est super dangereux. De l'autre, moi, je suis un éternel optimiste et je me dis, putain, il y a des gars qui n'avaient pas accès à ça avant, qui sont vraiment des cracks et qui vont pouvoir développer des stratégies à leur petit niveau qui vont être incroyables, en fait. En fait, ce que je pense en t'écoutant et ton analyse, c'est que oui, le nantissement, c'est une stratégie financière l'accès n'est pas à tout le monde. Ouais. Souvent, on dit à aujourd'hui, dans le monde réel, on va dire, dans le monde réel, c'est que c'est des gens qui ont des patrimoines de milliers et de milliers d'euros, qui les mettent en stock, entre guillemets, dans les banques pour lever de la dette sans toucher à cette somme-là. Je Ouais. résume. Là, tu es en train de dire, si je comprends bien, qu'en gros, qu'à partir de 5 000 euros, tu nantis, la blockchain avec ses smart contracts te permet de sécuriser tout ça. Bah, sur on-chain, tu peux nantir à partir de 50 euros. Non, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que l'accessibilité sans toucher à son épargne pour lever de la tête et qu'il y a ce tiers de confiance blockchain, smart contract, va permettre de démocratiser énormément l'investissement, que ce soit pierre-papier, que sais-je, logistique, investissement locatif, résidentiel. Et je me dis qu'en fait, quand je te dis l'infini, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ne pensaient même pas à investir parce qu'ils pensaient être exclus de ce domaine-là, de ce schéma-là. Parce que des fois, c'est souvent des schémas de famille qui les Ouais, gens, bien ils sûr. n'investissent jamais parce qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas investir. Mais bon, bref. Mais du coup, là, c'est ouvert. Tu vois, il n'y a même Ouais. plus de limite. Les barrières mentales, elles sont enlevées, quoi. Ouais, et tu vois, il y a même plein d'acteurs traditionnels. Aujourd'hui, on voit des sociétés de gestion réfléchir à la tokenisation pour créer des marchés secondaires. Enfin, si tu veux, ces cas d'usage-là, ils sont quand même assez. Si on n'a rien inventé, on n'a pas inventé ces cas d'usage-là. C'est-à-dire que l'histoire du marché secondaire pour les SCPI, bon, ça fait 15 ans qu'ils essayent de résoudre le problème. L'histoire du nantissement facile et efficace, ça fait 20 ans qu'on essaye de résoudre le problème. Donc, si tu veux, on n'a rien inventé. C'est juste que là, il y a une petite surcouche technique qui s'appelle la Ouais. blockchain qui peut faciliter ça, qui peut faciliter pas mal de cas d'usage. Et il faut vraiment le voir comme ça, tu vois, il faut dédramatiser ce que c'est. C'est une surcouche technique qui enlève absolument rien à la difficulté de ce que c'est l'immobilier, de ce que c'est la finance, de tout ce que tu veux. Par contre, ça facilite des cas d'usage qui avant étaient très difficiles d'accès, qui maintenant vont être accessibles à tout le monde. Ouais, ok. Tu vois, là, moi, en fait, j'ai une question là, qui me vient. C'est comment Florian Fraissinet est arrivé étape par étape à faire ça? Parce que bon, on part quand même. J'ai regardé un peu ton parcours sur les réseaux, LinkedIn. Et je me dis, bon, c'est pas l'inné. Ça me semble pas tout tracé, quoi. En plus, blockchain, c'est des sujets récents, quoi. Je veux dire, Ouais, bah écoute, comment j'ai tu fait t'es beaucoup fourré là-dedans? non, mais Surtout. j'ai fait beaucoup d'immobilier avant et tu vois, en 2020, j'ai su que dans le milieu, on dit je me suis fait red piler, c'est-à-dire que j'ai voilà, il m'est arrivé ce truc-là avec Bitcoin, avec les crypto-monnaies, où j'ai su que j'étais tombé sur un écosystème qui est incroyable. Tu vois. Ouais, Pour moi, aujourd'hui, tu as deux jambes à l'avenir. Hein. Tu as les deux faces d'une pièce, c'est l'IA et la blockchain. Je pense vraiment que c'est deux technologies d'avenir ouais. qui sont super puissantes. Et bah, j'ai eu la chance d'être tombé sur la blockchain un peu avant. Et, euh, et tu vois, je me suis dit, et il y en a d'autres qui se le sont dit avant moi, donc ils m'ont aussi inspiré et qui m'ont fait aller chercher de l'info, mais je me suis dit, OK, il y a des problèmes qu'on a dans notre secteur qui est l'immobilier, qui est mon secteur de base, qu'on peut résoudre avec la blockchain. Et tu vois, j'ai eu plein de phases. Hein. Au début, je disais, bon, c'est un sujet de liquidité parce que l'immobilier n'est pas immobile. C'était un grand truc au début. Mm. Après, je me suis dit, non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le nantissement. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'acheter de l'immobilier en Bitcoin et tout. Et en fait, j'ai juste attendu que le temps me montre quels étaient les vrais sujets qui intéressaient le grand public. Et aujourd'hui, le grand public, il est plutôt intéressé par l'accès à l'immobilier à partir de 50 euros, 100 euros, 1000 euros, à l'immobilier locatif. Donc, plutôt de l'immobilier fractionné, plutôt de l'immobilier tokenisé. Parce que tu vois, j'ai bossé sur tous les sujets, hein, sur la gestion locative avec des NFT, par mettre un token dans les syndics de copropriété. Enfin, ceux qui sont intéressés par tous ces sujets, je vous invite à lire mon rapport où vraiment je parle de tout et rien parce que j'ai essayé de faire le panel entier de qu'est-ce qui était possible. Et, euh, et avec le temps, je me suis rendu compte que ce qui allait transformer mon écosystème, c'est la tokenisation immobilière. Donc voilà comment j'en suis arrivé là.
Et je trouve que c'est assez puissant, j'y crois, je suis même profondément convaincu. Donc c'est pour ça que je tiens à être un porteur sur ces sujets-là, quoi. Ah ben, tu l'es, et c'est pour ça que je t'ai identifié, clairement, et c'est génial. Mais du coup, pour revenir un peu sur... j'ai l'impression que Tokenland va être alimenté plus par collecte, du coup, non? Ou c'est l'inverse? C'est-à-dire, les gens arrivent par où pour travailler avec toi? C'est-à-dire qu'ils... C'est assez, ouais, c'est assez marrant, mais je pense que ça va se tirer un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on a plutôt vocation à proposer les services de... C'est tout neuf, un collecteur, c'est ça, il y a 2 semaines, hein. D'accord. Euh, J'ai l'exclu, Florian, j'ai l'exclu. Ah, je pense qu'en ah oui, en podcast, c'est Ah ouais? sûr. Mais ouais, je crois. Bon, Je je m'en l'ai fous. dit en privé, mais Ouais. ouais, j'en ai même pas parlé sur LinkedIn encore, je crois. Donc, pour l'instant, effectivement, on propose les services de collecte d'abord à nos clients Tokenland. Mais effectivement, on a vocation à aller toucher plus de monde. Collect, c'est une boîte plus grand public que Tokenland. Tokenland, aujourd'hui, on touche 2 types d'acteurs. On touche des acteurs qui veulent veulent lancer une startup d'immobilier tokenisé. Ok. Et on touche des acteurs de l'immobilier traditionnel, donc des crowdfunders, des foncières, qui veulent lancer une filiale d'immobilier tokenisé. Donc, tu vois, c'est quand même assez restreint. Là, on a eu nos premiers acteurs sur de l'immobilier fractionné, donc sans blockchain. Et tu vois, c'était pas avec conviction de départ, donc il a fallu un peu de temps pour qu'on accepte de ne pas mettre des blockchains dedans. Surtout que c'est pas beaucoup plus cher, tu vois, donc c'est vraiment de la conviction. Et ouais, mais c'est la démocratisation, tu vois. Nous, on le voit parce que nous, on est capable de faire investir avec un bilan carbone, mais au milieu, tu as la rénovation énergétique. Mais sauf que le bilan carbone dans l'investissement locatif, les gens ne sont pas prêts. Donc, c'est exactement le cheminement que tu as fait. Et pourtant, c'est pas bien plus cher, tu vois. Mais c'est exactement ça. On n'a pas abandonné le bilan carbone. Ouais. Pour te dire qu'en fait, on a mis du temps à comprendre que le raisonnement, qu'on partait dans l'espace. Moi, c'est un peu l'espace. Et j'ai l'impression que tu as un peu fait le même cheminement. On va y arriver, c'est une certitude. Mais le chemin que toi, tu veux prendre et que les gens veulent prendre, il n'est pas le même. Ouais, voilà, exactement. Donc, écoute, moi, je sais aussi, pour moi, être trop en avance, c'est avoir tort. Enfin, être en avance, c'est avoir tort, quoi. Donc, je suis OK à prendre l'écosystème là où il en est dans son développement. Et oui, demain, effectivement, on a vocation à parler à beaucoup plus d'acteurs avec Collect parce que, en fait, on sera quand même une agence de growth dédiée à toutes les fintechs, tu vois, assez vite, on voit quand même où on va aller. Donc, très vite, on va proposer à des acteurs de collecte de passer sur des solutions de tokenisation. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Parce que, comme je te le disais au début, tu vois, c'est pas un sujet qui est encore très brûlant dans l'espace public, mais à l'arrière, tu vois, à l'arrière des salles, dans les bureaux un peu feutrés, ça parle quand même beaucoup de tokenisation chez des gros acteurs qui gèrent plusieurs milliards. Tu vois. Et ça, c'est ça qui était assez intéressant. Quand je l'ai lancé, Tokenland, c'était plutôt, tu vois, je pensais même faire qu'un média et tout. Enfin, c'est quelque chose de plutôt grand public. Aujourd'hui, le pouvoir de Tokenland, c'est qu'à peu près tous les acteurs de l'immobilier qui ont réfléchi à la tokenisation, ils nous ont au moins appelé une fois. Et c'est un peu ça la puissance. Et on est prêt à accompagner l'écosystème dans sa temporalité, tu vois, on n'est pas trop pressé. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs phases, hein. Tu vois, en 2019, il y avait déjà EquiSafe qui avait fait pas mal de buzz sur de la tokenisation immobilière. Ils avaient déjà tenté d'y aller. Pareil, il y avait eu une petite explosion qui était un peu retombée. C'est un peu cette peur-là qu'on a eu sur Tokenland. Et je pense qu'on a eu de la chance, tu vois, c'est que la tokenisation d'actifs au sens large, elle est en train d'exploser dans le monde. C'est-à-dire que, oui, notre petite niche de la tokenisation immobilière, elle avance à son rythme, etc. Mais la tokenisation d'actifs dans le monde, elle avance à une vitesse comme jamais elle a avancé avant. C'est-à-dire qu'il y a KKR qui s'est lancé, il y a BlackRock qui s'est lancé, il y a toutes les grandes banques, Citi, HSBC, JP Morgan, il y a toutes les grandes banques du monde qui sont en train de tokeniser leurs assets. Donc, tu vois, nous, on est assez rassurés et on se dit, quand ça avancera très vite dans l'immobilier, en tout cas, on sera préparé au décollage de la fusée, quoi. On est prêt sur ces Parce sujets. que la France est en retard ou pas? L'Europe? Non, alors la France, sur les sujets de tokenisation d'actifs, oui, est plutôt en retard sur, pour faire simple, l'Asie et les US.
Mais la France sur l'immobilier tokenisé est plutôt leader. Et il ne faut pas oublier que le leader qui est Realty, a la plupart de ses clients qui sont français. Aujourd'hui, on a un nombre d'acteurs sur les sujets de tokenisation, un nombre de personnes qui travaillent sur les sujets de tokenisation qui est tout à fait respectable versus les autres. Donc, sur la tokenisation globale, c'est compliqué d'aller. Voilà, il y a vraiment une hype, il y a une hype mondiale sur le sujet qui fait que ça avance très très vite partout dans le monde. Sur la tokenisation de l'immobilier, on n'est pas ridicule du tout. D'accord. Du coup, si moi je veux chez Gaming créer ma plateforme de immobilier fractionné, je peux. Aujourd'hui, la structure tech juridique, Tokenland sait faire. Tokenland sait faire et c'est vraiment, nous, c'est ce qu'on essaye de. C'est ce savoir-faire-là qu'on trouve qui est super puissant. C'est que nous, on dit à nos futurs clients, nous, on est vos partenaires pendant 6 mois. C'est le temps qu'il nous faut à peu près, tu vois, du jour où on se serre la main au jour où on livre la plateforme, il y a à peu près 6 mois. Et pendant 6 mois, on est vraiment. On est vos associés, quoi. On avance ensemble et on crée cette plateforme ensemble avec le branding, la tête, qu'on a un partenaire juridique qui s'appelle DNA Partners. Je suis content de les citer parce que c'est quand même les meilleurs sur le sujet en France. Donc, on est super content de bosser avec eux. C'est des. Tu vois, tu as écrit ton livre blanc, non? C'est lui? Non, ouais, le dernier livre blanc où on parle du modèle juridique qu'on promeut, on l'a écrit avec eux. Okay. Parce que moi, tu imagines bien que je n'avais pas beaucoup de légitimité à écrire ça solo. Et puis c'est eux qui font le taf de fond sur ces sujets-là. Donc, nous, tu vois, on avance sur tous les sujets un par un, back-end, front-end, blockchain, juridique, branding. Et le but du jeu, c'est d'exposer les sujets un par un avec nos clients qui sont le temps de 6 mois nos partenaires. Et après, soit ils veulent partir avec Collect et là, on continue l'aventure ensemble, soit on les aide amicalement sur leur première levée et on les regarde s'envoler, quoi. D'accord. Ouais, non, mais ce qui était intéressant, c'est que le champ des possibles est énorme, mais que du coup, ça mérite la réflexion, même pour des acteurs effectivement locaux comme nous, parce qu'on veut toucher le maximum de personnes. Et on se rend compte que avec l'année 2023 au niveau bancaire qu'on a connue, il doit émerger des solutions alternatives. Et clairement, l'immobilier fractionné en fait partie, quoi. Je veux dire, la personne qui est dans ce game-là serait, je pense, bête de ne pas l'identifier et de ne pas s'y intéresser. En tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, j'en connais un paquet qui s'y intéresse de près, d'ailleurs. Ouais. Nous, on a vu un panel d'acteurs qui s'intéressent au sujet qui est absolument fou. Tu vois, pour donner un exemple, alors c'est dans une grande capitale européenne et pour pas trop quand même lui mettre des bâtons dans les roues, je ne citerai pas la ville, mais c'était pas en France, dans une grande capitale européenne, il y a une agence immobilière qui est venue nous voir, qui nous dit, nous, on contrôle la moitié de la ville. On a tellement de leads, de gars en fait qui ont de l'argent, qui ont envie d'investir dans l'immobilier, etc., que nous, on veut lancer notre propre plateforme d'immobilier tokenisé. Alors, c'est une histoire assez particulière parce que le père est un ancien dans la ville qui est super connu, même en France, on le connaît tellement c'est un acteur vraiment indispensable de sa ville. Ses enfants ont fait beaucoup d'argent en finance décentralisée. Et donc, il était entre les deux et il disait, mais en fait, la solution, c'est de lancer de l'immobilier tokenisé pour tous ceux qui veulent investir et pour qui je ne peux pas offrir un bien tout de suite, quoi. Pour qui et donc, le gars avait un taf d'agence immobilière à la base. Tu vois, donc, il y a vraiment un panel de gens qui viennent nous voir qui est assez énorme. Alors, du coup, pour terminer un petit peu sur l'enregistrement, c'est quoi les freins à aujourd'hui? Pourquoi ça ne se démocratise pas? Pourquoi chaque agence immobilière de France et Navarre ne lance pas son petit onglet sur son site, agence 3.0, agence fractionnée? C'est quoi le frein aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as plusieurs freins qui viennent donner un petit coup de sujet. Le premier, c'est que tu as beaucoup de concurrence sur les produits financiers, tu vois. Faut pas oublier qu'en fait, on a un produit financier parmi les assurances vie, parmi l'immobilier en direct, parmi les crypto-monnaies, parmi les SCPI. Tu vois, aujourd'hui, va expliquer à un gars qui a 70 ans qu'en fait, ces 50 000, il ne faut pas qu'il les mette sur un SCPI ultra calé avec des experts de l'immobilier, mais dans la petite startup qui fait de l'immobilier fractionné, tu vois, faut développer une force de conviction assez importante. Tu vois, et je pense qu'il y a un sujet de confiance. C'est difficile de créer la confiance sur des nouveaux sujets comme ça, surtout quand tu as
plusieurs outils juridiques. Tu vois, il y en a avec qui ont fait les royalties, il y en a qui font des obligations, il y en a qui tentent d'autres trucs. Enfin, tu vois, c'est pas clair en fait dans la tête des gens. Et je pense que ça a été un gros problème du crowdfunding aussi, c'est-à-dire que et on fait de l'immobilier, et on fait des sociétés, et on fait du financement de panneaux solaires. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, je pense que Ouais, le plus message n'est ton pas clair. Ouais, mais même, c'est même pas une question d'entreprise. Enfin, moi, dans mes boîtes, je veux faire des choses simples, mais même en tant qu'écosystème, moi, je me bats tous les jours pour qu'on propose tous le même sujet. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, tu parles à n'importe qui, même ceux qui se lancent et tout le monde veut plus d'acteurs sur ces sujets-là. Mais c'est pas facile, ça coûte un peu cher, tu vois, tu as un investissement. C'est difficile de se lancer avec moins de 200 000 euros. Pour donner, s'il y en a qui seraient tentés dans le podcast, C'est vous tenté, avez oui. vous avez un ordre d'idée de quelqu'un qui a dans le C2-3, quand même. C'est Ouais. difficile de se lancer en tout compris, c'est-à-dire avec le marketing derrière pour aller faire sa première levée et tout. C'est difficile de se lancer avec moins de 200 000 euros. Mais après, il n'y a pas besoin de 500 non plus. Enfin, avec 200 000 euros, on peut monter une boîte qui marche. C'est important. Ouais, mais c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, je me fais l'avocat du diable, c'est qu'en fait, il faut quand même une taille quand même significative pour te dire je brûle 200, qui vont me rapporter X, hein, j'en conviens, hein, attention, hein, il y a toujours un retour sur investissement à calculer, mais je me dis que si les acteurs les plus gros, ce sont eux qui t'adressent tes premières commandes, moi, agence du coin, même si j'y crois ou quoi, cramer 200 000 euros à Eh aujourd'hui, oui. c'est pas possible, quoi. Faut- Soyons clairs et honnêtes, je veux dire, c'est pas possible. Par contre, je suis ultra convaincu par le concept. Nous, on suit l'immobilier fractionné depuis, je crois, depuis les débuts, forcément, en tant qu'acteur, on regarde un peu ce qui se fait, mais il y a une barrière à l'entrée financière et tech qui fait que tu es obligé de regarder les autres avancer. Tu vois, Ouais. c'est malgré nous, hein, mais c'est comme ça. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de concurrence large, on va dire. Ouais. Et tu as un ticket d'entrée, tu vois, en fait, tu as un ticket d'entrée financier, mais tu as surtout un ticket d'entrée conceptuel. Tu vois, pour lancer une boîte d'immobilier fractionné, il faut Ouais. être un pirate. Il faut avoir envie de faire bouger les lignes, il faut avoir envie de dire. Et en fait, l'immobilier, c'est pas un secteur qui aime le risque, tu vois. C'est pas un secteur qui a tendance à se réinventer Non. régulièrement. Moi, pendant 10 ans, j'ai dit oui, c'est cette année que l'immobilier prend sa claque digitale. Bah, j'ai commencé de le croire un peu à partir des années 2020, mais alors que Ouais. pendant 5-6 ans, je le disais déjà avant, tu vois. Donc, c'est un secteur qui prend beaucoup de temps à évoluer. Les acteurs aussi, ils prennent beaucoup de temps avant d'évaluer les risques, avant d'évaluer les nouveaux produits. Et donc, moi, tu vois, ça ne me choque pas que ce soit super long à se développer. Tu vois, je prends beaucoup l'exemple du crowdfunding parce que je pense que c'est des écosystèmes qui sont assez similaires. Mm. Le crowdfunding, ça a levé 1 milliard et quelques. Le crowdfunding immobilier, j'entends, ça a levé 1 milliard et quelques en 2023. C'est un écosystème qui a 15 ans quand même. L'immobilier fractionné, en 2021, personne n'en avait entendu parler. Je crois que c'est 2020 le premier. Donc, tu vois, on a un peu de temps avant Non, d'avoir des. il est évident qu'il y a une échelle de temps d'acceptation et l'immobilier fractionné n'en est qu'au début. Parce que le crowdfunding, comme tu dis, ça a 15 ans, ça a connu ses premières réussites, mais ça connaît aussi, avec les différences de crise et les différents événements majeurs, ça crée aussi ses premières tumultes, turbulences. Et un marché doit connaître ça pour pouvoir trouver sa vitesse de croisière. Donc, je pense qu'effectivement, il faut que des gens ambitieux, des gens qui croient à l'immobilier fractionné. Je pense que les mecs de l'immobilier croient, mais justement, il faut miser. Parce que quand tu dis oui, ça coûte 200 000 euros, ok, bah, allez, tu peux te permettre de le faire, mais il faut le faire vivre. Tu vois, il faut des gens derrière. Derrière, tu Voilà, montes non, une mais, boîte. donc écoute, c'est hyper intéressant, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut que certains acteurs le démocratisent. Et je crois que tu fais partie de ces gens-là avec tes clients via Collect et via Tokenland qui permettent de démocratiser ça. Écoute, on arrive à la fin parce que j'essaie de tenir cette heure pour pas non plus tenir la jambe à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter un peu pour Tokenland et Collect pour la suite? Collect qui n'est pas sorti encore puisqu'on est une exclue, mais en tout cas pour toi et Tokenland. Parce que vous êtes combien? Parce que je n'ai pas demandé ça. Alors, chez Tokenland, on est 4 plus moi. Ok. Donc en tout, on est 5. Avec, il faut le dire, que des acteurs tech autour de moi. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de plus de vendeurs. Et sur Collect, bon, là, on a
un nouvel arrivant qui sera un associé sur cette boîte. Et Ok. donc, pour l'instant, on n'est que deux. Mais il est brillant, donc il y a de quoi faire. Ok. Il va écouter le podcast. Tu veux pas le citer, non? Cette personne pour l'instant, non? Il veut pas. Je sais pas trop encore où on en est Bon, sur. ok, il n'y a pas de problème, Florian, aucun souci. L'objectif, c'est pas de piéger les gens. Ok, donc on peut vous souhaiter quoi pour la suite à toute ton équipe? Alors, sur Tokenland, tu peux nous souhaiter de continuer sur notre lignée parce que je trouve qu'on est une boîte qui grandit bien. Et quand je dis grandit bien, c'est pas qu'on devient gros, tu vois, on est une petite PME, on est super content de pas être une startup, on va pas lever de fonds, on est une petite PME qui marche comme on veut. Mais tu vois, on a été d'abord une boîte de conseil, puis on a bossé avec des entrepreneurs, maintenant on bosse avec des foncières. Et je pense que tu peux nous souhaiter de bosser avec toujours des plus grosses boîtes parce que c'est ça l'ADN de Tokenland, tu vois, c'est d'aller convaincre des acteurs de l'immobilier traditionnel qu'ils ont plein de choses à gagner à s'intéresser à la blockchain et qu'ils ont plein de nouveaux cas d'usage intéressants. Et sur Collect, je vois, là par contre, tu peux nous souhaiter beaucoup de croissance et beaucoup de clients différents de tous horizons. Là, il n'y a pas de limite là-dessus. Bon, super. Bah, écoute, de toute façon, les gens, où ils peuvent te trouver, Florian? Insta, Alors moi, je suis LinkedIn. très réactif sur LinkedIn. Ouais. Je suis très actif sur LinkedIn où vous pouvez m'écrire en DM avec vos questions, vos projets, vos envies. Donc Florian Fresnay. Et sinon, j'ai ma newsletter sur les sujets de tokenisation. On n'est pas beaucoup à parler de ça, donc ça s'appelle Tokenland. Je suis très mauvais en naming en général. Et des fois, il ne faut pas plus ça. Faut pas plus. Ouais, on ne perd pas les gens. C'est tokenland.substack.com. Okay, et assez régulièrement, on essaie de faire des points d'actualité, d'aller parler de ce qui est important. Et surtout, si vous allez dans les anciennes newsletters, vous avez vraiment un panel documentaire où vous verrez que j'ai essayé de traiter tous les sujets. Donc maintenant, j'essaie d'aller plus loin parce que sinon je vais tourner un peu en rond. Mais normalement, peu importe votre métier dans la chaîne de valeur immobilier, j'en ai parlé à un moment d'un newsletter, donc n'hésitez pas à utiliser la barre de recherche. Bon, mais super. En tout cas, merci, ça a été un réel plaisir. J'ai beaucoup appris. Merci à toi pour l'invitation. C'était super intéressant pour moi aussi de pouvoir échanger avec toi. Ok. Mais écoute, merci. Et puis, j'espère que je pense que ça va beaucoup plaire parce que je pense que c'est le sujet d'actualité. En tout cas, merci à toi, Florian. Ciao, ciao. Ouais, merci, salut, bonne journée. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais bon, on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Le premier, c'est de me faire des retours. Je réponds à tout, croyez-moi. Le deuxième, c'est une newsletter. On parle immobilier, bien évidemment, stratégie immobilière, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou si tout simplement, vous pouvez découvrir l'avancée de notre aventure chez Greening. Le troisième moyen, c'est qu'on est expert en investissement locatif. On accompagne les particuliers à investir sous 2 verticales. Soit clé en main, on fait tout, chasse, rénovation, ameublement, gestion locative, ou avec notre accompagnement en plusieurs sessions. C'est vous qui faites, mais on est à vos côtés à chaque étape. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.